compliqué, Jérôme, à traduire. No era complicado, efectivamente. Alors, merci à tous d'être venus, d'être là. Gracias a todos por asistir a la charla. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très confortable pour moi, c'est que je ne vois personne. Hay algo que no es muy confortable para mí, es que no veo a nadie. Mais enfin, bon, on fera comme on pourra. Haremos como se pueda. Alors, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un concept qui est plus général et plus étendu. Hoy vamos a intentar presentaros un concepto que es más general y más extendido que ce que l'on pourrait présenter habituellement, que lo que es que podríamos presentar habitualmente, puisque nous allons présenter l'environnement scientifique, technologique et pratique ya que vamos a presentar el entorno científico y práctico de ce qui permet aujourd'hui d'assurer la production de vin avec le maximum d'expression fruitée. de lo que permite hoy asegurar la obtención de vinos con el máximo de expresión afrutada. Malgré un élevage traditionnel incontournable, oxydatif. A pesar de una crianza tradicional oxidativa. Alors, vous devez retenir comme guide général de cet exposé Tenemos que tomar en cuenta como guía general de esta charla 5 mots-clés. 5 palabras clave. Si l'on veut aujourd'hui faire des vins modernes, hoy en día, si queremos hacer vinos modernos qui se vendent au meilleur prix, que se venden al mejor precio et qui ont le meilleur retour auprès à la fois du consommateur et des journalistes, y que tienen también la mejor apreciación hacia el consumidor y el periodista, nous avons l'obligation de respecter un certain nombre de contraintes qui aujourd'hui sont devenues incontournables. Tenemos la obligación de respetar unos ciertos criterios que hoy en día son incontornables. Et sur laquelle nous allons devoir bâtir une œnologie spécifique. Y sobre la cual vamos a tener que construir una enología específica. Qui elle-même se basera sur des pratiques œnologiques et des conseils œnologiques également spécifiques et globaux. Que también ella se basará sobre conceptos específicos globales. Alors, ces 5 mots-clés sont très importants. C'est d'abord l'intégration. Estas 5 palabras clave son muy importantes. Primero hablamos de integración. Il est aujourd'hui hors de question de percevoir ce qui peut venir du raisin, du vin et de la barrique. Está hoy en día inconcebible de Nicolas de percevoir ce qui vient du raisin, du vin et du bois, de la barrique. De percibir lo que viene de la uva, de la barrica y del vino. Sí. Et en même temps que cette intégration, c'est-à-dire que l'objectif que vous devez vous fixer, c'est de faire un vin qui ressemble à une sphère de laquelle ne dépasse rien. C'est un ensemble homogène et unique. El objetivo haciendo estos vinos es como si hacer una esfera de la cual no sale ningún parámetro y que sea todo conjunto. Nous devons aussi avoir le maximum de discrétion, la discrétion des caractères boisés, des caractères oxydatifs et des caractères liés à la chauffe des barriques. Tenemos que tener también un máximo de discreción respecto a la madera, los parámetros oxidativos y sí. El aporte del tostado. Sí. Et il va falloir préserver la pureté du fruit et de son origine dans le vin. Y vamos a tener que preservar la pureza y el origen de la fruta en el vino. Ça, ce sont
vous avez ici les 5 mots-clés qui vont nous permettre de bâtir, au moins pour les 20 ans qui viennent, une énologie pour faire des vins qui se vendent. Estos son las 5 palabras claves que nos van a permitir elaborar unos vinos que se venden a lo mejor posible. Alors, je vous les rappelle, intégration, discrétion, préservation, pureté, origine. Está dicho, integración, discreción, preservación, pureza y origen. Alors maintenant, les éléments contextuels, l'environnement. En el entorno de este aspecto. La première base, qu'on le veuille ou non, la primera base, que queriéndolo o no, c'est que l'élevage du vin est un passage obligé. Es que la crianza del vino es un pasaje obligatorio, un camino obligatorio. À la fois pour permettre l'expression de la pureté fruitée, a la vez para permitir la expresión de la pureza frutada, mais surtout pour assurer la stabilisation du vin sous le maximum de son impression qualitative. Pero sobre todo para estabilizar al máximo el vino en su expresión calitativa. Il en revient à dire que nous devons donner au vin Significa que tenemos que dar al vino de la résistance au temps. Una cierta resistencia al tiempo. Que le vin coûte 1 euro ou qu'il coûte 100 euros, la fraîcheur fruitée, la pureté fruitée de son expression doivent être stables. Que el vino cueste 1 euro o que el vino cueste 100 euros, la estabilidad de su fruta tiene que ser importante. La expresión frutada tiene que ser muy estable. Alors, que son expression fruitée doive tenir 1 an en bouteille ou qu'elle doive tenir 10 ans. Que su expresión, la fruta, tenga que durar 1 año o 10 años en botella. Alors, pour obtenir ces différents objectifs, para obtener estos distintos objetivos, vous avez globalement, pour faire assez simple, tenemos globalmente, para ser bastante sencillo, d'abord, la nécessité d'étirer le temps. La necesidad de estirar el tiempo. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des impacts dont l'intensité est élevée dans les vins, es decir, que en lugar de tener unos impactos en los cuales la intensidad está elevada en los vinos, eh bien, cette même intensité, il faudra la répartir sur une durée de traitement plus longue. Esta intensidad habrá que repartirla en un tiempo de tratamiento más largo. C'est un des secrets de la gestion de la pureté du fruit dans les vins. Es uno de los secretos de la gestión de la pureza de la fruta en los vinos. À chaque fois que vous intervenez dans un vin et que vous faites un traitement, que ce soit l'apport d'un produit, l'apport d'oxygène ou de toute autre manipulation, cada vez que intervenimos en un vino, que sea por aporte de oxígeno o de un producto o lo que sea, l'obsession doit être comment je peux faire pour faire la même chose, mais en ayant l'intensité de l'impact le plus faible possible. La obsesión tiene que ser cómo intentar obtener el mejor impacto posible. Ça, c'est la philosophie générale pour assurer le premier niveau de la préservation de l'expression fruitée. Es la filosofía general para asegurar la preservación de la fruta. Le deuxième élément qui est presque aussi important que le premier. El segundo elemento, que es casi igual de importante que el primero, c'est d'apporter des éléments de protection et d'amortissement des phénomènes oxydatifs. Es de aportar elementos, agentes de protección y de amortiguamiento de los fenómenos oxidativos.
On le verra tout à l'heure, l'oxydation est indispensable pour apporter la stabilité. Lo veremos más adelante, la oxidación es imprescindible para aportar estabilización. Elle est même importante pour assurer au vin de la résistance. También es importante para aportar al vino resistencia. Parce que certains pourraient dire, mais finalement, pour garder le maximum du fruit, il faut éviter toute aération. Porque según algunos podrían decir que para preservar la fruta tendríamos que evitar el aporte de oxígeno. Mais dans ces cas-là, on augmente le vin génère une autosensibilité à l'oxygène. Sa durée de vie. Pero en este caso el vino genera una autosensibilización al oxígeno más fuerte. Et dans ces cas-là, le fruit est beaucoup plus fragile et s'éteint très vite. En este caso la fruta es mucho más frágil y se apaga más rápidamente. Et le vin ne pourra jamais atteindre des niveaux de stabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Y el vino nunca podrá llegar a niveles de estabilidades que comentábamos antes. Bon, alors maintenant, voilà les conséquences liées à cette façon d'exposer cette nouvelle orientation œnologique. Ahora vemos las consecuencias esperadas en el mercado. Alors, pour qu'un vin se vende une fois et se revende ensuite, para que un vino se venda una primera vez y que se vuelva a vender, il doit d'abord avoir une perception nette, pure, facile à aborder, sans aucun doute. Tiene que tener una percepción clara, pura y fácil de abordar sin ninguna duda. Ça, c'est très important. Quand on sent un vin, quand on goûte un vin, tout ce qui provoque un doute est une façon, est une chance pour mal juger le vin. Cuando catamos un vino, todo lo que provoca una duda es una oportunidad para mal juzgar un vino. Donc ça demande des interventions œnologiques, des recommandations œnologiques très particulières. Necesita recomendaciones enológicas muy particulares. Le deuxième élément, c'est une expression parfaite de la nuance fruitée. El segundo elemento es una expresión perfectamente de los matices afrutados. Qui doit être parfaitement distingué. Tenemos que hablar de una fruta perfectamente distinguida. Si ça sent la cerise, on doit avoir des caractères de cerise. Si ça sent la fraise, on doit avoir des caractères de fraise. Pareil pour le cassis. Rien ne doit venir, en particulier la réduction, troubler cette qualification du fruité. Si huele a cereza, tiene que oler a cereza. Si huele a fresa, tiene que oler a fresa. Y en particular los caracteres de reducción no tienen que venir a perturbar ese carácter. Ni le fumé du boisé. Ni tampoco el ahumado de la madera. Le troisième élément, c'est avoir, je vous en ai parlé, une impression fondue et unique, comme une sphère. El tercer elemento es lo que habíamos comentado, es tener una impresión de fundido y de unicidad, un poquito como el concepto de esfera. Le vin doit se présenter comme un élément unique et non comme la somme des éléments qui le constituent et de façon perceptible. Ça, c'est catastrophique. El vino se tiene que percibir como una cosa única, como una entidad única, y no como la suma de caracteres que lo pueden componer. Et oui, parce que vous essayez de faire plus court. Alors, le quatrième point qui est très important, c'est faire des vins qui donnent à la dégustation de la cohérence. El cuarto parámetro importante es hacer vinos que dan durante la cata una coherencia. C'est-à-dire que les nuances colorées du vin que l'on voit, es decir, que los matices colorados del vino que vemos, el color, doivent être en accord avec la perception que l'on a en bouche. Tienen que estar acorde con la percepción que tenemos en boca. Et avant la bouche, la perception qu'on a au nez. Tout doit être lié. Y antes de la boca, la percepción que tenemos en la nariz. Todo tiene que estar vinculado. Un vin moderne, un vin qui se vend facilement à 1 euro ou à 100 euros, doit être cohérent. Un vino moderno que se venda a 1 euro, 100 euros, tiene que ser coherente. Le cinquième élément,
c'est que l'ensemble de ces caractères dont on vient de parler reste le plus longtemps possible sous leur état initiaux. El quinto elemento que tenemos que comentar es que el conjunto de estos elementos que hemos hablado tiene que estar en su estado inicial lo más largo en el tiempo, lo más tiempo posible. Voilà donc l'environnement et les petits traits dont nous devions parler, les petits traits techniques dont nous devions parler. Aquí está el entorno y los rasgos técnicos que habíamos comentado. Alors maintenant, nous rappelons les différentes origines des arômes. Recordamos las distintas orígenes de los aromas. Et le rôle de l'élevage sur l'évolution de ces arômes. Y también el rol de la crianza en la evolución de estos aromas. Alors, vous connaissez tous les arômes du raisin, qu'ils soient sous forme de précurseurs ou non, doivent être conservés au maximum. Conocéis todos los aromas de la uva, que sean bajo forma de precursores u otro, tienen que estar qui doivent être conservés sous la forme initiale le plus longtemps possible. Tienen que estar conservados bajo la forma inicial lo más tiempo posible, lo más largo tiempo posible. Ensuite, nous avons les arômes d'évolution. Después tenemos los aromas de evolución. Alors, il y en a deux qui sont plutôt négatives et une qui est plutôt positive. Hay dos que son bastante negativas y una más bien positiva. Tout ce qui est de la réduction ou tout ce qui est de l'oxydation vient faire perdre de la pureté, de la cohérence au vin. Todo lo que son oxidaciones o reducciones hacen perder coherencia y pureza al vino. En revanche, tout ce qui peut venir de l'autolyse de la levure peut apporter une complexité aromatique qui peut même renforcer le caractère fruité. Sin embargo, todo lo que proviene de la autólisis de las lías puede reforzar el aspecto fresco complejo de los vinos. Et d'autre part, l'aspect autolytique de la lie permet de favoriser l'intégration du bois, des arômes de bois ou de chauffe dans le vin. Por otro lado, el aspecto autolítico de las lías permite integrar los aromas de la madera en el vino. Alors, un petit rappel, parce que c'est nécessaire. Un recordatorio importante. Pourquoi est-ce qu'un vin a absolument besoin d'être élevé? Porque un vino necesita ser criado. Alors, sur ce tableau, je vous ai présenté un vin qui a été élevé 5 ans en bouteille. En esta tabla presentamos un vino que ha sido criado 5 años en botella. Et qui avant a soit été élevé 8 mois. Y que antes o ha sido criado 8 meses. Ou qui a été mis en bouteille de suite. O que ha sido criado en botella, metido en botella directamente. Alors, pour résumer, si le vin n'a pas suivi une étape d'élevage, para resumir, si el vino no ha seguido una etapa de crianza, sa couleur fraîche n'aura pas été polymérisée, donc stabilisée. Su color fresco no habrá sido polimerizada y mantenida. Oui. Et ces tanins n'auront pas été polymérisés et stabilisés. Y sus taninos no habrán sido polimerizados y estabilizados. De la même façon, on n'aura pas eu le temps de créer la structure colloïdale qui aura permis aux arômes de s'intégrer et de se stabiliser à cet ensemble. De la misma manera, no habremos tenido el tiempo de crear la estructura coloidal que habrá permitido a los aromas de mantenerse. Le résultat, c'est évidemment la perte de la qualité du vin, c'est-à-dire que la couleur évolue très vite. El resultado es la pérdida de la calidad del vino, es decir, que el color evoluciona muy rápidamente. On perd immédiatement le fruité. Perdemos enseguida la fruta. Et en bouche, le vin finit par paraître un peu plus maigre et un peu plus petit. Y en boca, el vino acaba por ser más delgado, más pequeño. Alors évidemment, je ne parle pas que de l'élevage en barrique. Evidentemente, no hablamos únicamente de la crianza en barrica.
mais l'élevage, qui contribue à la polymérisation, à la création de la structure colloïdale et à la stabilisation des vins, est un passage obligé. Pero la crianza, que contribuye a la constitución de la estructura coloidal, es un pasaje obligatorio. Dans cette deuxième diapositive, je vous montre clairement quel est le résultat d'un élevage réussi. Aquí os enseñamos realmente lo que es la clave de una crianza bien conseguida. Ça, c'est un essai qui avait été fait sur du merlot dans un vignoble, dans un château du Médoc. Es una prueba hecha en un merlot en un château del Médoc. Et au cours d'un élevage classique, y durante una crianza clásica, nous avons comparé l'oxydabilité du vin. hemos comparado la oxidabilidad del vino. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que plus la courbe en S va vers la droite, Lo importante de entender es que a más la curva en S va hacia la derecha, et plus le vin devient résistant à l'oxygène et donc est stable. más el vino es resistente al oxígeno y estable. Entonces, Et donc, c'est bien ce que vous voyez ici, quel que soit l'échantillon de vin. es lo que vemos aquí realmente. Cuál sea la muestra de vino, Eh bien, quand vous faites un élevage correct, eh bien, vous gagnez en stabilité. cuando hacemos una crianza correcta, ganamos en estabilización. Voilà. Alors, dans cet exemple particulier, on a comparé des grains de bois. En este caso concreto hemos comparado unos granos de maderas de roble Oui. distintos. Mais dans l'exposé que je vous fais aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que vous voyez sur ce graphique que quand on élève un vin, on lui donne de la stabilité, on lui donne de la résistance au temps. En este caso, el tema del grano del achaladero no tiene mucha importancia, solo es para demostrar que en función del tiempo, la crianza permite aportar una resistencia al vino, al oxígeno. Et au temps. Et au temps. Y al tiempo. Alors, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure un peu en introduction, c'est la stabilité générale d'un vin permis par l'élevage. Lo que presentamos es la estabilidad permitida a un vino gracias a la crianza. Eh bien, on voit bien que dans le graphique de gauche, on voit très nettement que par l'élevage, on améliore au cours du temps la stabilité colloïdale. On apporte de la stabilité au vin. Vemos en el gráfico de la izquierda que en función del tiempo, con la crianza, mejoramos la estabilidad coloidal del vino. Dans le graphique de droite, on peut voir que l'élevage apporte au vin une couleur plus sombre, plus fraîche et aussi plus stable. En el gráfico de la derecha podemos ver que la crianza aporta un color más oscuro, más fresco y más, Nicolas, plus stable. Más estable al vino. On le voit sur ce graphique par l'effet de l'élevage. Por el efecto de la crianza, le spectre UV du vin, le spectre visible, pardon, du vin, el espectro visible del vino se déplace vers la droite, vers les grandes longueurs d'onde. Se va desplazando hacia la derecha, hacia las grandes larguras de ondas. Et cela se traduit comment? On passe d'une couleur rouge très fraîche, un peu légère. Pasamos de un color rojo intenso, rojo un poco ligero, fresco, vers une couleur plus bleue, plus sombre et plus dense. Hacia una tonalidad más azul, más oscura y más densa. Alors, tout cela est réglé par les phénomènes de ce que l'on appelle l'oxydation couplée. Esto está regido por los fenómenos de la oxidación coplada. Alors, derrière l'oxydation couplée, vous avez dans le même endroit le paradis et l'enfer. Detrás de este parámetro tenemos tanto el paraíso como el infierno. Quand on oxyde un vin, cuando oxidamos un vino, l'oxygène est consommé.
El oxígeno se consume, qui permet de produire de l'eau oxygénée. permite producir agua oxigenada. Cette eau oxygénée va servir à transformer des alcools en aldéhyde ou en cétone. Esta agua oxigenada va a permitir transformar unos alcoholes en aldehídes o cetonas. Qui vont permettre d'assurer cela va servir de pont. Eso va a permitir servir de puente pour assurer la polymérisation des tanins et de la couleur. Para asegurar la polimerización de los taninos y del color. Et qui va participer à la création de la structure colloïdale. Y que también va a permitir participar a la creación de la estructura coloidal. Si on apporte trop d'oxygène, si aportamos demasiado oxígeno, l'eau oxygénée va s'accumuler. La agua oxigenada se va a acumular. Et on va avoir ce que l'on appelle une réaction de Fenton. Y vamos a tener enseguida una reacción de Fenton. Avec la production de radicaux libres qui sont le côté enfer de l'oxydation. Con la producción de radicales libres, que son el aspecto infierno de la oxidación. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place des techniques qui permettent de rester dans le paradis et de limiter au maximum cet enfer. El importante es meter en unas técnicas que permiten quedarnos en el paraíso y limitar al máximo el infierno. Alors, le premier élément qu'il faut que vous compreniez, qui est un élément déterminant. El primer elemento, que es un elemento determinante, c'est la relation qu'il peut y avoir entre le potentiel d'oxydoréduction et la vitesse de consommation de l'oxygène dissous. Es la reacción que puede haber entre el potencial de oxidorreducción y la consumación de oxígeno disuelto. Si vous faites vous avez deux stratégies. Soit je fais une oxydation avec de faibles doses d'oxygène. Dos estrategias. O hacemos una oxidación con cantidades débiles de oxígeno. Dans ce cas-là, si j'apporte de toutes petites quantités d'oxygène, le potentiel d'oxydoréduction n'augmente pas beaucoup. En este caso, si aportamos pequeñas dosis de oxígeno, el potencial de oxidorreducción no varía mucho. Et donc, la vitesse de consommation de l'oxygène est plus lente. Entonces, la velocidad de consumo del oxígeno es más lenta. C'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on a à l'esprit, par exemple, un vin qui est destiné à un élevage très long, pour lequel on a du temps. Eso es un concepto que podemos imaginar, por ejemplo, para un vino para el cual tenemos mucho tiempo de crianza. Et par exemple, avec la possibilité de jouer sur la température. Si on veut activer ou ralentir le phénomène, on augmente un petit peu ou on baisse un petit peu la température. También con el factor de poder jugar con la temperatura. Si queremos acelerar o disminuir el fenómeno, podemos subir o bajar la temperatura. Maintenant, si vous faites des vins qui sont destinés à être bu, des vins pas très chers, destinés à être bu très vite. Ahora, para el concepto de vinos más baratos y con destino de ser bebidos mucho más rápidamente, vous avez intérêt à apporter de plus grandes quantités d'oxygène. Tenemos interés a aportar cantidades más grandes de oxígeno. Puis, quand vous avez apporté ces quantités d'oxygène, y cuando ya hemos aportado estas cantidades de oxígeno, le potentiel d'oxydoréduction va beaucoup monter. El potencial de oxidorreducción va a subir mucho. La vitesse de consommation de l'oxygène dissous va augmenter. La velocidad de consumo de oxígeno disuelto va a aumentar mucho. Et donc, très vite, on va avoir les éléments nécessaires très vite à la stabilisation des tanins et de la couleur. Entonces, rápidamente vamos a tener los elementos para la estabilización de los taninos y de los antocianos. Alors ça n'est valable que si on rajoute des antioxydants et des protecteurs. Eso es valable si en el caso de añadir antioxidantes y protectores. Alors, quand je parle d'antioxydants, je ne parle pas de SO2. Par exemple, je parle d'élagitanin. On rajoute de la poudre d'élagitanin. No hablamos de sulfuroso, sino de polvo de élagitanin.
ou également des produits issus de l'autolyse de la levure, comme par exemple le glutathion. O también productos que provienen de la autólisis de la lisis de la levadura, como el glutatión. Hein. Alors ça, c'est un phénomène qui est très important parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir l'oxydation qui va produire les éléments pour stabiliser le vin. Es muy interesante porque en un caso vamos a poder obtener los elementos de la oxidación que va a permitir estabilizar el vino, el color y los taninos. Et vous avez les antioxydants comme les élagitanins ou le glutathion qui vont bloquer les réactions de Fenton. Y vamos a tener los antioxidantes como el glutatión que van a limitar las reacciones de Fenton. Et ça, c'est très important. Es muy importante. Et donc, vous voyez qu'on parle à la fois de grands vins destinés à des élevages en barrique très longs, mais on parle aussi de vins beaucoup plus modestes, fruités, qui ont besoin d'élevages très courts. Eso permite ver que podemos hablar de cualquier tipo de vino, con guardas importantes o largas, como vinos de más bajo precio o con consumo más rápido. Et dans tous les cas, on répond aux objectifs que je vous ai présentés dans l'introduction et qui sont fondamentaux. En cada caso, respondemos a los objetivos presentados en la introducción. Alors, regardez ici, vous avez un graphique qui est très intéressant. Aquí tenemos unos gráficos muy interesantes. J'ai pris plusieurs vins, mais on peut le faire avec des centaines de vins autres. Hemos cogido varios vinos. Je vous disais tout à l'heure que si votre vin n'a pas suivi d'élevage oxydatif, il devenait sensible. Decíamos que si nuestro vino no ha tenido ninguna crianza, se volvía muy sensible. Eh bien, regardez dans ces trois cas. En estos tres casos, au tout début de l'apport de l'oxygène, al principio del aporte del oxígeno, c'est-à-dire la partie gauche de chaque graphique, es decir, la parte izquierda de cada gráfico, on voit qu'à chaque fois qu'on apporte de l'oxygène, notamos que cada vez que aportamos oxígeno, en même temps, le potentiel d'oxydoréduction augmente beaucoup et plus qu'avant. El potencial de oxidorreducción aumenta más que antes. Et ensuite, la vitesse initiale de consommation de l'oxygène dissous augmente aussi. Y también luego la velocidad de consumo del oxígeno disuelto aumenta mucho también. Jusqu'à un moment hasta un punto où vous avez apporté suffisamment d'oxygène. Donde vamos a aportar suficiente oxígeno. Et là, le potentiel d'oxydoréduction diminue. Y entonces el potencial de oxidorreducción disminuye. Ainsi que la vitesse de consommation de l'oxygène dissous. Así como la velocidad de consumo del oxígeno disuelto. C'est le point d'un élevage réussi. Si on va plus loin, le phénomène se réenclenche et là, on entraînera des dégradations. Es el punto de una crianza lograda. Si vamos más allá, encontraremos degradaciones del vino. Donc, vous devez comprendre que dans l'élevage, il y a deux parties. Es importante entender que en la crianza hay dos partes. La première partie constitue à donner au vin les moyens de résister à l'oxydation. La primera parte consiste a dar al vino los medios de resistir a la oxidación. Puis ensuite, quand ce phénomène va être acquis, luego una vez que conseguimos este objetivo, le vin va acquérir de la résistance à l'oxygène, à l'oxydation. El vino va a adquirir resistencia a la oxidación. Et il deviendra stable. Y se volverá estable. Si maintenant vous allez plus loin, à ce moment-là, on entraîne des phénomènes de dégradation. C'est l'enfer de l'oxydation. Si vamos más allá, llegamos a unos fenómenos de degradación, es lo que llamamos el infierno de la oxidación. Alors, est-ce qu'il est possible simplement de faire des mesures Preguntamos si es posible hacer mediciones. Est-ce qu'il est possible de faire des mesures de cet état? Est-ce qu'on est en phase de stabilisation? Est-ce qu'on l'a dépassé?
Sí, la pregunta es saber si podemos hacer mediciones de saber en qué estado estamos, si estamos en la buena etapa o si ya la hemos pasado. Eh bien, il y a un moyen qui est très simple, c'est la mesure de la teinte du vin, c'est-à-dire le rapport entre le jaune et le rouge. Hay una medición muy fácil, es la medición de la tonalidad del vino, la proporción entre el amarillo y el rojo, la tonalidad amarilla y roja. Un vin frais, un vin moderne, un vin fruité ne Un vino doit pas fresco, avoir, moderno, c'est bon, ne doit pas avoir plus de 0,65 de teinte. un vino fresco moderno no tiene que tener más de 0,65 de tonalidad. Maximum 0,7, mais honnêtement, même pour moi, c'est trop. Máximo 0,7, pero ya es bastante, ya es casi demasiado. Parce que quand la teinte, quand le jaune augmente et que le rouge diminue, il arrive un moment où on perd du fruit. Donc, sans mesurer les arômes du fruit, juste par la teinte, on peut avoir une idée de la pureté et de l'intensité du fruit. Porque cuando sube el amarillo y baja el rojo, perdemos unos aromas bueno, el vino ya pierde aromas. O sea que con la simple medición del color podemos darnos cuenta dónde estamos. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est simplement la mesure du pourcentage de bleu dans la couleur. El segundo parámetro es la medición del porcentaje de azul en el vino. Alors, c'est très simple à mesurer. On divise la densité optique à 620 nanomètres. Es muy fácil de medir. Dividimos la densidad óptica a 600 nanómetros. On la divise par l'intensité colorante. La dividimos por la intensidad colorante. Et on multiplie par 100. Y multiplicamos por 100. On fait 1 moins la DO 620 divisé par l'intensité colorante. Enfin, on mesure le bleu. Alors, pourquoi est-ce que le bleu est si important? Parce que le bleu, el azul es tan importante, porque el azul, dans le phénomène oxydatif, en el fenómeno oxidativo, c'est la preuve que vous fabriquez des aldéhydes et des cétones qui polymérisent la couleur et qui globalement assurent la protection du vin. El azul es la prueba que polimerizamos, que producimos aldehídes y cetones que permiten probar la polimerización de los tanninos y del color. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que le vin passe de l'état de rouge à l'état de bleu dense et profond. C'est par ce phénomène-là. Es por este fenómeno que el vino pasa del estado rojo al estado azul intenso. Donc, vous voyez qu'il est capable, il est possible avec des indices très simples de pouvoir manager l'évolution oxydative et si elle va dans la mauvaise direction, on intervient. Entonces vemos que con índices muy sencillos es fácil de ver en qué situación nos encontramos de la crianza. Le deuxième graphique, c'est juste pour vous illustrer ce rapport qu'il y a entre la mesure de la teinte et la perte du fruité. Aquí en este gráfico vamos a ilustrar lo que es la importancia de la tonalidad con la pérdida de la fruta. Voilà, la pureté du fruit et la perte du fruit. La pérdida de la fruta. Alors, vous remarquez, on a deux vins ici. On a un vin avec des ronds blancs. Tenemos un vino con círculos blancos. Dont la teinte évolue très vite. Para el cual la tonalidad evoluciona muy rápidamente. Par dégustation, on a mesuré le début de l'apparition des arômes d'évolution, c'est-à-dire la perte de la pureté du fruit. La degustación hemos medido el principio de la degradación por oxígeno, es decir, la pérdida de la fruta. Et par le B, on marque l'apparition des caractères d'oxydation. Y por el B, marcamos la pérdida, perdón, je n'ai pas suivi, Nicolas. L'apparition des caractères d'oxydation.
la aparición de la pérdida de los caracteres de oxidación por el B. Et vous remarquez que dans ces deux vins, vous avez un vin qui a subi un élevage trop court et un deuxième vin qui a subi un élevage très long, très doux, très respectueux avec de la lie traditionnelle. Bien, vous remarquez que le premier vin, El primer vino, l'arôme de fruits s'éteint au bout de 2 ou 3 ans. 3 ans. en el primer vino, el aroma de fruta se apaga después de 2 o 3 años. Et après 7 ou 8 ans, le vin est mort. Il est complètement oxydé. Después de 7 o 8 años, el vino está muerto, está totalmente oxidado. Le vin qui a été élevé en respectant les conditions, les contraintes œnologiques que je vous ai données, va garder la pureté de son fruit pendant au moins 11 ou 12 ans. El vino que ahora ha tenido una crianza con los caracteres que hemos definido va a guardar la pureza de su fruta durante por lo menos 10 años. Et il ne va apparaître des caractères d'oxydé qu'après plus de 40 ans. Y llegarán caracteres de oxidación después de 40 años. Donc, encore une fois, il y a un lien très étroit avec la mesure de la teinte, qui est très simple. Entonces hay un vínculo muy importante entre la medición de la tonalidad, que es una medición muy simple, et le caractère fruité des vins. Y el carácter afrutado de los vinos. Alors là maintenant, je vous montre quelque chose qui est très intéressant, c'est la variation, le lien qu'il peut avoir entre la couleur et les arômes et le niveau de polymérisation des tanins. Aquí vamos a ver el vínculo que puede haber entre el color y los aromas y el nivel de polimerización de los vinos. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, alors là, vous mesurez la variation de l'intensité colorante et de la quantité de tanins anthocyanes après 6 mois de conservation en conditions oxydatives. Alors, refaites-le-moi, Nicolas. On va mesurer la variation de l'intensité colorante, la variation des combinaisons tanins anthocyanes. Vamos a medir la variación de la intensidad colorante, la variación de la combinación tanino-anthocyano. Oui. Et des combinaisons tanins anthocyanes au bout de 6 mois d'élevage en conditions oxydatives pour différents vins. Después de 6 meses de crianza en condición oxidativa para distintos vinos. Vous remarquez qu'il existe des vins qui sont beaucoup plus résistants à l'évolution oxydative. Miramos que existen vinos que son mucho más resistentes a la evolución oxidativa. C'est par exemple le cas du Cabernet Sauvignon. Es el caso del Cabernet Sauvignon. C'est le cas aussi de la Syrah. También es el caso de la Syrah. C'est aussi le cas du Xinomavro, non, pas du Xinomavro, du Malbec, pardon. Es el caso también del Malbec. Mais on peut y mettre aussi le Tempranillo, le Mourvèdre, voilà. Podemos poner el Tempranillo, el Mourvèdre, la Monastrell. Et puis vous avez des vins qui sont plus sensibles, c'est-à-dire que l'oxygène les fait évoluer très rapidement. C'est le cas du Cabernet Franc et du Pinot Noir, par exemple. Y luego tenemos vinos para los cuales el oxígeno les hace evolucionar mucho más rápidamente. Es el caso del Cabernet Franc o del Pinot Noir. Il faut savoir qu'il existe des cépages qui ont des profils pour lesquels... Oui. Existen variedades que tienen perfiles para los cuales... un profil qui les fait très vite évoluer à une dose d'oxygène. Y bueno, unas variedades que les hacen evolucionar rápidamente en función de una dosis de oxígeno. Alors que d'autres vins, comme par exemple le Cabernet Sauvignon ou la Syrah, vont pour cette même dose d'oxygène, vont très peu évoluer. Cuando hay otras variedades como el Cabernet Sauvignon, que para la misma dosis de oxígeno van a evolucionar menos rápidamente. Donc on doit intégrer le paramètre cépage et équilibre polyphénolique des cépages dans la stratégie d'élevage oxydatif des vins. Por lo cual es importante integrar el parámetro variedad en la gestión del aporte de oxígeno. Alors ça, c'est un moyen dont je vous parlais tout à l'heure pour protéger le maximum de fruité et la fraîcheur de la couleur. C'est la gestion des autolysats de levure. Es otro concepto que hemos hablado anteriormente, es la gestión de los autólisis de levaduras. Pour maintenir le fruité, la pureté du fruit
et pour maintenir la fraîcheur de la couleur. Para mantener la pureza de la fruta y también el frescor del color, la vivacidad del color. Un autolysat de levure ou par exemple du glutathion permet essentiellement de diminuer le potentiel d'oxydoréduction. Un autolisado de levadura o el glutatión permiten, por ejemplo, delimitar el potencial de oxidoreducción. Si on limite l'augmentation du potentiel d'oxydoréduction, on limite l'intensité des phénomènes. Si limitamos el aumento de los fenómenos de oxidoreducción, limitamos la intensidad, ¿no? La intensité des phénomènes oxydatifs. La intensidad de los fenómenos oxidativos. Et puis on le voit aussi par le titrage potentiométrique avec ces courbes en S que vous avez à droite. Lo vemos también con la titulación oxidométrica en las curvas de la derecha. Plus vous rajoutez de l'autolysat de levure et plus vous apportez de la résistance au vin à l'oxygène, à l'oxydation. A más aportamos autolisado de levadura, más aportamos resistencia. Mais vous devez aussi vous rappeler que les élagitanins ont des effets aussi très intéressants. Pourquoi les élagitanins? Parce que ce sont des molécules trihydroxylées. Pero conviene también recordar que los elagitaninos tienen un rol de protección porque son moléculas muy hidroxiladas. Non, pas muy, trihydroxylées. Son trihydroxiladas. Sí. Quel est l'intérêt d'avoir ces molécules trihydroxylées? C'est de capter les radicaux. ¿Cuál es el interés de tener estas moléculas trihidroxiladas? Es de captar los radicales libres. Et de protéger les vins contre l'enfer oxydatif. Y de proteger los vinos contra el infierno oxidativo. Alors, vous remarquez sur ce graphique que les galotanins sont plus efficaces que les élagitanins. Podemos ver en este gráfico que los galotaninos son más eficientes que los elagitaninos. Le problème des galotanins, c'est ils ont toujours tendance à donner un petit peu de dureté et d'amertume au vin. Donc, je ne recommande pas leur utilisation. El problema de los galotaninos es que siempre tienen propensión a dar un poco de dureza a los vinos, por lo cual no los se recomiendan mucho. L'autre propriété très intéressante des élagitanins, c'est de capter les radicaux, de capter les composés soufrés qui apportent des odeurs de réduction et donc qui éteignent le fruité du vin. Otra capacidad de los elagitaninos es de captar los productos azufrados y que permiten evitar, Nicolas, me suis perdu. D'éviter les odeurs de réduction et qui permet de garantir une pureté fruitée. Que permiten entonces evitar los olores de reducción y entonces mantener una fruta pura. On voit dans cet exemple, dans le graphique, je vous montre exactement là où les thiols, les composés de réduction, se fixent sur une molécule d'élagitanin. Aquí vemos donde los thioles se fijan en una molécula de elagitanino. Et vous voyez dans le petit graphique à droite, en bas, que la teneur en méthanéthiol et en éthanéthiol. Vemos en el gráfico de la derecha que la tasa en thiol y méthanéthiol est au minimum avec des copeaux frais. Está al mínimo con viruta fresca. Ou avec des tanins, des élagitanins de bois de chêne. O con elagitaninos de madera de roble. Ou avec de la barrique neuve. O también con barrica nueva. Donc, c'est un modèle d'élevage qui permet de préserver le fruit en limitant le bruit de fond réducteur qu'on peut avoir dans un vin. Entonces, es un modelo de crianza que permite mantener el fruto, la fruta, evitando los fenómenos bueno, el ruido de fondo, como lo ha llamado Nicolas, ruido de fondo de la pureté du fruit. Bueno, non, mais reprenez, parce que là, on a le bruit de fond permet d'éviter le bruit de fond, vous aviez dit? Non, permet d'éliminer le bruit de fond qui
Sí, permite eliminar el ruido de fondo réductif reductivo qui permet d'améliorer l'impression de la pureté fruitée des vins. que va a permitir mejorar la impresión de pureza de los vinos. De la pureté fruitée. Pureza fruta, Donc là, sí. là, je voulais résumer sur ce petit graphique où on voit que les élagitanins favorisent la production des aldéhydes et des cétones. Aquí vemos que los elagitaninos favorecen la producción de aldehídes y de cetonas. Bien sûr, la stabilisation de la couleur et puis du Que reste. aseguran la estabilización del color y del resto. Mais ça participe aussi en venant neutraliser les radicaux libres et donc d'empêcher le vin de se détruire. Pero también participa en la neutralización de los radicales libres y impide al vino de destruirse. Alors, bon, on pourrait parler de ça. C'est le choix du grain du bois pour avoir le maximum d'élagitanin dans les vins. Podríamos hablar de este fenómeno que es la selección del grano de la madera para ver la tasa de elagitaninos en el vino. Alors, généralement, si vous voulez avoir un maximum de protection oxydative en cours d'élevage, generalmente, si queremos obtener un máximo de protección oxidativa durante la crianza, il vaut mieux utiliser au moins des grains moyens, voire des grains grossiers. es mejor utilizar granos medios o granos gruesos. Et on va faire des élevages plus doux avec des températures plus basses. Y vamos a hacer crianzas más suaves con temperaturas más bajas. Et on va faire des élevages plus longs, donc plus respectueux. Entonces, hacer crianzas más largas, entonces más respetuosas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élagitanins du bois de chêne ne se rajoutent pas au profil tannique du vin. Es importante notar que los elagitaninos de la madera de roble no se añaden al perfil tánico del vino. Ils ne font que participer en tant qu'acteurs à l'évolution des vins en cours d'élevage. Solo participan a la evolución de los vinos durante la crianza. Et ils disparaissent. Y luego desaparecen. Alors, un autre paramètre qui est important, c'est les chauves fortes. Otro parámetro que es importante, que es el tostado fuerte. Les chauves fortes, en permettant de créer des micro-fractures à la surface du bois, Los tostados fuertes permitiendo generar unas microfracturas en la superficie de la madera qui assurent une meilleure pénétration du vin dans le bois que aseguran una mejor penetración del vino dentro de la madera et qui augmentent la teneur en élagitanin. y que aumenta la tasa de cantidad de elagitaninos. Mais il y a un prix à payer, ça demande des élevages longs, c'est-à-dire des élevages qui ont au moins 13, 14 jusqu'à 16 mois. Pero hay un precio que pagar que significa un mínimo de crianza de 13-14 meses. Alors, les conséquences de tout cela, Las consecuencias de todos estos parámetros peut se résumer soit au travers de barriques technologiques, se puede resumir o a través de barricas tecnológicas ou alors avec des recommandations œnologiques et des stratégies de travail des vins dont on a un petit peu parlé, dont on pourra peut-être parler plus en détail, mais pour ça, il faudrait qu'on se voie et qu'on goûte des vins. o también con recomendaciones enológicas, pero para eso es importante verse y catar los vinos. Alors, le premier élément, c'est si on veut faire un vin très fruité, la barrique Essentia est une barrique qui donne très vite, qui assure l'expressivité du naturel qu'il y a déjà dans votre vin. Un parámetro importante es para hablar de la barrica Essentia si queremos obtener una fruta importante y que asegura la preservación de la fruta que ya tenemos en el vino. Alors ça, c'est une barrique qui existe chez nous depuis presque 10 ans, ça marche bien, on connaît. Es una barrica que existe ya desde más de 10 años, funciona bien y ya la conocemos. La barrique Paradoxe, qui est une barrique qui favorise des intégrations bois-vin extrêmement précoces.
la barrica Paradox, que favorece unas integraciones madera-vino bastante precoces et donc qui favorise justement la préservation du fruité et l'impression de pureté du vin. y que favorece la preservación de la fruta y de la impresión de pureza. Et puis pour demain, Y para el día de mañana, nous travaillons à une barrique qui sera spécifiquement choisie sur le critère de sa richesse en élagitanin oligomère actif, qui est la clé, vous l'avez vu, de toute cette œnologie dont je vous parle. para mañana trabajamos para una barrica seleccionada según el criterio de elagitanino oligoméricos activos. Alors, est-ce qu'on répond aux questions à ce stade ou est-ce qu'on continue l'exposé, qui n'est pas très long? Non, c'est pas très long, on va continuer. On va continuer. Vamos a seguir. Alors, je vous parlais de l'élevage des vins, mais quand on parle de l'élevage de vins moderne, il faut parler de structure colloïdale. Hablábamos de la crianza, pero cuando hablamos de la crianza de vinos modernos, es importante hablar de la estructura coloidal. Qu'est-ce que c'est que la structure colloïdale? ¿Qué es? Le vin n'est pas une solution vraie dans laquelle on aurait dissous des substances. El vino no es una solución en la cual hubiéramos disuelto sustancias. Lorsque l'on met des substances, des polysaccharides, des protéines, des tanins dans un vin, cuando añadimos sustancias en un vino, polisacarides u otros, ces substances vont s'agglomérer les unes aux autres pour fabriquer ce que l'on appelle des micelles. Esas sustancias se van a aglomerar para fabricar lo que llamamos micelas. Ces micelles vont s'associer les unes aux autres pour constituer un édifice colloïdal que l'on peut comparer d'ailleurs à un édifice architectural, à la charpente métallique d'un building. Esas micelas se van a asociar entre ellas para constituir una estructura que podríamos comparar a la armatura metálica de un edificio. Alors, l'enjeu de cette théorie, el reto de esa teoría, c'est de permettre d'avoir suffisamment de densité colloïdale, de richesse dans le vin, pour qu'il soit stable. Es permitir de obtener suficiente densidad coloidal para que esté estable. Il ne faut pas y en avoir trop peu, parce que s'il y en a trop peu, le vin précipite parce qu'il est instable. No tenemos que tener demasiado poco, porque si no el vino precipita. Et s'il y en a trop, il précipite évidemment, mais on comprend pourquoi. Y si hay demasiado, también precipita y entendemos por qué. Donc, la notion d'équilibre colloïdal est très importante parce qu'il y a deux mots, il y a équilibre et colloïde. Et l'un n'est pas séparable de l'autre. La noción de estructura coloidal es muy importante por los dos conceptos que lleva, estructura y coloidal, y los dos van muy unidos. Pour mesurer cet équilibre colloïdal, nous avons développé une méthode de microviscosité qui est assez rapide et on va mesurer le delta de la microviscosité. Para medir esta estructura coloidal, tenemos una medición a través de la viscosidad de los vinos. Microviscosité. Microviscosidad. On va donc faire des mesures de delta de microviscosité. On va mesurer la viscosité du vin à 20 degrés et à 5 degrés, on va mesurer le delta. Vamos a medir la microviscosidad del vino a 5 grados y a 20 grados y vamos a medir la diferencia. Et ensuite, on va refaire ces mêmes expérimentations avec des quantités croissantes d'un colloïde modèle, la gomme arabique. Y luego vamos a hacer esas mediciones con el hecho de añadir de manera creciente goma arábica. Vous avez ici 3 exemples de vins. Tenemos aquí 3 ejemplos de vinos. Le premier qui est à gauche, qui est très instable. El primero a la izquierda, que es muy instable. C'est-à-dire que ce vin, si vous lui rajoutez la moindre teneur en colloïde,
le delta de viscosité augmente, il est instable. Este vino, si le vamos a añadir el mínimo de coloide, este vino va a ser muy instable. Donc, soit ce vin, soit on ne le touche pas, Este vino o no lo tocamos, ou on fait un élevage un petit peu plus long, dans des conditions très douces, pour essayer d'améliorer sa stabilité. O hacemos una crianza un poquito más larga en condiciones muy suaves para intentar aumentar su resistencia. Dans le deuxième vin, vous remarquez que si je rajoute un petit peu de gomme arabique, j'améliore la stabilité du vin parce que le delta de viscosité diminue. En el segundo vino vemos que cuando añadimos un poquito de goma arábica aumentamos la estructura, bueno, reforzamos la estructura dado que el delta de viscosidad va disminuyendo. Donc soit ce vin, on peut l'élever un petit peu plus longtemps, ou alors on arrête de l'élever, on lui met un tout petit peu de gomme arabique ou de polysaccharides levurien pour améliorer sa stabilité colloïdale. Mais il est pratiquement prêt. Este vino es casi listo o le podemos añadir un poquito de goma arábica. Et le troisième vin est un vin qui est particulièrement stable. Il a une relative bonne stabilité colloïdale. C'est probablement un grand vin qui a été parfaitement bien élevé. El tercer vino es un vino que tiene una grande estabilidad coloidal. Probablemente un vino que ha tenido una muy buena crianza. Et donc on voit qu'avec cette méthode de microviscosité, on est capable de prévoir là où on en est de l'élevage du vin. Est-ce que mon vin est sur le plan colloïdal stable ou il est instable? Ya vemos que con esa medición de la microviscosidad podemos ver en qué momento está nuestro vino, si está estable o no. Et puis, par la mesure de la teinte, on peut savoir si on a gardé le maximum de fruits ou si malheureusement, une partie de la pureté fruitée nous a échappé. Y por la medición del color, de la tonalidad, podemos también saber si hemos preservado la fruta o si parte de la fruta se nos ha ido. Alors, voilà un peu les conclusions. Un poquito las conclusiones. Bon, vous pouvez les lire comme moi. Hein. Donc, il faut rechercher des impressions d'intégration et de fondu. Toute l'œnologie qu'on doit mettre en place, dont on pourra parler dans les années à venir, devront permettre d'assurer cette impression d'intégration et de fondu. El objetivo principal es realmente una búsqueda de integración y de fundido en el vino. Les stratégies d'élevage du futur, qu'elles soient faites en barrique ou en cuve, devront être lentes et douces. C'est déterminant. Las estrategias del futuro tendrán que ser suaves y lentas, es determinante. Et ensuite, que sea en barrica o en depósito. Et ensuite, prendre en compte la teneur en élagitanin oligomère actif pour créer des produits encore plus spécifiques, encore plus ciblés et qui correspondront très exactement à la demande actuelle de ces vins très purs, très fruits. También habrá que tener en cuenta el factor de contenido de olimeros activos de lagitaninos. Et puis pour finir, c'est intégrer dans la pratique du chai, dans la pratique de l'œnologie moderne, les connaissances sur la structure colloïdale des vins en cours d'élevage. También será importante en la bodega poder integrar los nuevos conocimientos sobre la estructura coloidal y la gestión